Bonjour à tous, bienvenue pour ce Parlons Placement, épisode 17. Un menu très riche, on va ouvrir de nouveaux horizons ensemble aujourd'hui, notamment en compagnie de Jonathan Lévy. On va parler d'obligations d'entreprise. Eh bien oui, vous le savez, il faut aller chercher le rendement avec les dents et c'est un bon moyen parfois d'en trouver. SCPI et démembrement, un autre sujet qui sera abordé en compagnie de Vincent Kutkowitz qui va nous expliquer comment optimiser en effet via le démembrement ce placement en SCPI. Et puis bien sûr c'est la saison de la fin d'année qui approche. En troisième partie, nous aurons le plaisir d'inviter une star du marché de l'assurance vie, en l'occurrence Daniel Collignon, directeur général de Spirica, qui viendra nous parler et bien sûr de sa stratégie pour 2016, comment il voit les choses, aussi du rendement pour 2015, et on fera un petit point bien sûr aussi sur des stratégies qui permettent là aussi d'essayer de gonfler son rendement en matière d'assurance vie. Allez, parlons placement numéro 17, ça commence tout de suite avec notre première séquence. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Une rubrique traditionnellement consacrée au marché financier. On va en dire un mot, mais on va ensuite faire un petit focus sur le retour des obligations d'entreprise. Un mot sur l'analyse financière des marchés. Alors le fait marquant, je crois, c'est la politique, le comité de politique monétaire de la Fed ce mois-ci. Parce que je vous rappelle qu'on avait expliqué que la volatilité de septembre, octobre était liée, à mon sens, à la mauvaise communication de la Fed. Elle avait beaucoup hésité à remonter les taux. Je remonte pas, je remonte On pas. était dans le brouillard. On était dans le brouillard et ça, les marchés n'aiment absolument pas, en fait, ces incertitudes. Alors ça y est, Janet Yellen a sorti la corne de brume. Elle a retrouvé le chemin de la clarté. Oui, et c'est tant mieux. Donc là, elle a précisé que les taux devraient être relevés d'ici le mois de décembre. Donc le chemin de hausse des taux va pouvoir être entamé. C'est vrai qu'il y a eu des bons chiffres de l'emploi. Donc là, maintenant, il y a beaucoup moins d'incertitudes autour de la politique monétaire américaine. Du côté de la BCE, par contre, Draghi a dit qu'il allait faire plus encore que ce qu'il fait déjà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le risque de déflation est réapparu. En fait, c'est ce pourquoi il a fait le quantitative easing. Ça avait bien marché, puis après de nouveau on avait des risques de déflation qui étaient réapparus et donc il fallait qu'il agisse. Il a dit qu'il le ferait, donc on s'attend à ce qu'il y ait un quantitative easing 2 ou un quantitative easing 1 bis, ce qui fait que en conclusion l'euro en fait s'est nettement déprécié par rapport au dollar depuis notre dernière émission. Et puis c'est tout le jeu d'ailleurs des Européens d'essayer de garder un euro qui ne s'apprécie pas trop face au dollar. Si on doit faire autant de quantitative easing que les Américains, on n'a pas fini en tout cas. Effectivement, ça risque de durer très longtemps. Quelques mois, quelques années. Et c'est ça très favorable en fait aux actions de la zone euro. Continue à le penser, les marchés actions pour l'instant nous donnent raison. Alors Jonathan, vous avez décidé de faire un focus sur le retour des obligations d'entreprise dans cette partie. On met de côté Janet Yellen et ses taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ces obligations d'entreprise ? D'abord, effectivement, vous l'avez dit, en fait, il faut trouver du rendement. Draghi fait tout pour que les taux soient à zéro, mais en fait, il s'agit des taux sans risque. En fait. Donc, il faut prendre du risque pour avoir du rendement. Ça, il faut bien que chacun le comprenne. Pour ça, il y a des obligations d'entreprise, ce qu'on appelle le high yield, en fait, des obligations dont le rating est dégradé. Le haut rendement en bon français. Haut rendement en bon français. Donc le rating, pour être précis, est triple B- ou plus dégradé. En fait, c'est ça la catégorie du high yield. Donc des entreprises qui ont un risque malgré tout de ne pas rembourser. En tout cas, c'est pour ça que les taux sont plus élevés. Effectivement, ça traduit toujours en fait un risque supplémentaire. Et pour celui qui accepte ce risque, celui qui va bien sélectionner l'entreprise. Alors justement, comment on sélectionne Comment est-ce qu'on supérieur. peut savoir que telle entreprise présente un risque acceptable par rapport à une autre qui va présenter un risque plus dangereux ? Il faut faire une analyse soi-même ou se faire aider par un conseiller qui est capable de faire une analyse financière. On conseille d'aller sur des sociétés en fait connues. Dont vous pouvez juger en fait l'activité, les chiffres. Il y a des informations des fois qui sont difficilement disponibles sur une société. Aller vers des sociétés. Donc on peut avoir l'information facilement sur des sites internet notamment. Alors malgré tout, je sais acheter une action Renault. Acheter une obligation de Renault, c'est plus compliqué. Alors c'est plus compliqué. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir un risque de crédit en fait ? Autrement dit, est-ce que la société peut faire faillite, peut restructurer sa dette ou faire un défaut de paiement? Mais au-delà de ça, même en termes techniques, je vais chez mon courtier favori, je tape le code ISIN de Renault et j'ai accès à l'action Renault.
En revanche, avoir accès à sa dette, c'est un autre marché, c'est moins accessible pour le particulier que je suis. Du point de vue accessibilité, effectivement, en termes d'investissement, c'est vrai que c'est compliqué. Le marché obligataire n'est pas tellement ouvert Comment en on fait, fait aux particuliers. On le fait au travers de produits structurés, ce qu'on appelle les Credit Linked Notes, les CLN. Alors, vous nous avez apporté ça en effet. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, Credit Linked Note, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un CLN? Donc un CLN, c'est une obligation émise par une banque qui expose l'investisseur au risque de crédit sur une société de référence qui est en général une entreprise qu'on appelle un corporate en fait. Donc il y a deux risques quelque part. Il y a en effet le risque de l'entité de Renault, on va prendre cet exemple. Si Renault ne vend plus de voitures, voilà, il ne pourra pas me rembourser. Et puis si ce crédit a été packagé par une banque, on va dire Société Générale, et qu'elle a des problèmes, voilà, j'ai un autre risque. Effectivement, donc on cumule en fait un superpose de risques, le risque de l'émetteur, le risque de signature du sous-jacent, mais en contrepartie de cette accumulation, on a un coupon, on a un rendement espéré qui est supérieur que si on avait un seul risque. On peut viser quoi comme rendement ? Alors ça dépend complètement en fait des sociétés de référence, il y a tous les rendements possibles et c'est là où il faut faire vraiment le tri. Donc voilà, donc ça c'est tous les risques qu'on porte, risque de faillite, risque de restructuration de la dette, risque de défaut, ce qu'on appelle en effet des événements de crédit. Et vous nous avez apporté un tableau qui montre qu'en effet ça arrive, même si on espère que ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Ça arrive, donc effectivement, ça montre bien qu'il y a un risque. Alors ce tableau, comment il se lit ? En fait, il y a des séries qui ont été constituées pour chaque période. Par exemple, la première ligne, la première série, elle a été constituée le 20 mars 2004. Elle comprenait 30 entités, 30 sociétés de référence. En général, c'est des grosses sociétés quand même. Oui, on retrouve par exemple du Air France, du Peugeot, pas forcément le CAC 40, ça peut être aussi du SBF 120 ou des grandes sociétés, Alcatel par exemple. C'est pas une PME de quartier. C'est pas une PME de quartier. C'est des sociétés cotées importantes. Les sociétés que je vous ai citées, je pense que vous connaissez les noms. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, c'est des sociétés de cette taille-là. Donc, sur la série, donc, il y a 30 noms qui avaient été constitués. On a regardé ce qui s'est passé sur ces 30 noms pendant 5 ans, donc du 20 mars 2004 au 20 juin 2009. Sur ces 30 noms, il n'y a eu aucun événement de crédit sur cette période-là. Tout le monde a été remboursé, tout va bien. Tout va bien. Ça s'est tendu en 2007. 6 événements là, dans la période de 2012, 2012, 2013 et 2013. Effectivement, on voit que la crise la plus aiguë, c'est sur cette période-là. Vous avez raison, sur les séries 8, 9, 10, 6 événements de crédit sur 50 noms. Ça représente quand même 12% du panier qui ont été touchés par un événement de crédit. Donc là, ça faisait mal et puis depuis, ça revient à la Ça normale. va mieux, effectivement. Les séries plus récentes ont moins d'événements de crédit. On est à 3 événements de crédit sur les séries qui vont se terminer là à la fin de l'année. Sur 50. Ça fait 6% du panier. On parlait de cette tension sur les taux américains qui va revenir. Est-ce que justement ça risque de pénaliser ce marché ? C'est un petit peu lié effectivement à ça. C'est-à-dire que si si les taux sans risque en fait remontent, effectivement le taux risqué va remonter, voire même un peu plus, parce qu'il va falloir payer plus pour que les gens acceptent de prendre du risque. Mais je ne pense pas que les taux sans risque vont beaucoup remonter. Ça, on l'a expliqué. Ouais. C'est vrai que Janet Yellen a intérêt à normaliser sa politique monétaire, mais elle n'a pas intérêt à ce que ça aille trop vite et trop fort, en fait. Donc ce risque-là me paraît relativement faible. Alors, vous nous avez apporté l'évolution du taux de Arcelor sur 5 ans. Voilà, c'est ça qui donne justement le taux du CLN. C'est l'origine de cette chronique ce soir, parce qu'on voit qu'en effet, il y a une opportunité, ça monte. Effectivement. Alors, ce n'est pas une opportunité sur l'ensemble du marché du high yield. Là, j'ai donné un exemple où il y a une vraie opportunité. ArcelorMittal, encore une fois, une société qu'on connaît bien en France. Sur une obligation à 5 ans, sur un CLN à 5 ans, on voit qu'on peut avoir 600 points de base, en fait. Ça fait 6%. Actuellement, il y a une vraie tension parce qu'en début d'année, on était plutôt sur 250 points de base. Donc le risque, il a augmenté parce qu'il y a un risque qu'on considère plus important sur le marché de l'acier. Effectivement, les prix de l'acier baissent. Il y a une surcapacité de production en fait, sur l'ensemble des aciéristes. Donc le risque est plus fort. Mais ce risque-là est plus rémunéré en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour les investisseurs. Si on considère que Arcelor ne fera pas faillite, ne connaîtra pas d'événement de crédit, on peut avoir du 6% de rendement. Pour conclure, on dit un mot des usual suspects. Qui sont-ils en général pour justement faire appel à ce marché du high yield ? On a des Lafarge, des Peugeot. Lafarge, Peugeot, il y a une société qui
qui ressort bien, dont on aime bien le risque en fait, c'est Rallye en ce moment. Rallye connaît des tensions en fait sur sa partie obligataire et ça se traduit donc dans le CLN, le Credit Linked Note, parce que Rallye c'est la maison mère de Casino. Casino a investi, vous savez, au Brésil. Le Brésil connaît des difficultés macroéconomiques et donc on a peur que Casino fasse défaut et donc que la maison mère Rallye connaisse un événement de crédit. Donc on a des rendements de l'ordre de 6% aussi sur des produits qui utilisent Rallye. Nous, on pense que c'est très très bien rémunéré sur Rallye parce qu'on aime bien ce risque-là. On aurait pu parler d'Altis aussi, qui joue beaucoup aussi avec la dette. Effectivement, sur Altis, sur des CLN, on peut trouver des rendements même encore un petit peu plus forts. Si on a confiance en DRAI, on peut investir dans des CLN, dans le sous-jacent et Altis ou Numéricable également, la maison mère directe de SFR. SFR maintenant, ça n'existe plus, Numéricable. La marque c'est disparaît. SFR, pardon. Merci beaucoup Jonathan de nous avoir présenté SEA Yield, en effet un placement qu'il faut regarder, en tout cas si on cherche du rendement, en contrepartie d'un petit peu de risque bien sûr. Merci à vous. Merci, on passe tout de suite à notre deuxième partie de l'émission. Alors, on est en compagnie de Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler SCPI, et on en parle souvent, mais là on va parler sous un autre angle qui est le démembrement. On rappelle peut-être d'un mot en quoi consiste le démembrement. Alors on a amené un petit graphique. Le démembrement, c'est une astuce qu'on peut réaliser et qu'on réalise d'habitude sur des biens immobiliers. Il s'agit en fait de séparer le droit de propriété d'un bien immobilier de l'usage. L'usage étant le fait de pouvoir percevoir les loyers ou d'occuper le bien par exemple. En fait, c'est du Astérix, Usus, Fructus, Abusus. C'est pas des empereurs ou des capitaines de la garnison qui encerclent le village. Non, mais c'est vraiment parce que ça remonte à l'origine. Oui, tout à fait. Au droit romain. C'est exactement ça. Ça remonte à notre droit ancestral, je dirais. Donc effectivement, ces termes peuvent cacher quelque chose d'un peu complexe. Il faut juste avoir en tête qu'on peut complètement avoir en tête d'investir uniquement sur le droit de propriété. Je dispose du droit de propriété et par ailleurs, je cède à quelqu'un le droit d'user du bien. Bon, ceux qui font de l'immobilier connaissent déjà un petit peu ce mécanisme. C'est assez classique. Là, l'originalité, c'est qu'on va l'appliquer à la SCPI. Voilà. Alors, vous savez qu'on est actuellement, et depuis un certain temps, chez bienprévoir.fr, on insiste sur le fait que les SCPI d'entreprise, notamment, permettent aujourd'hui de concilier un niveau de rendement très intéressant, autour de 4-5% par an, tout en prenant un risque booster, minimum. En fait. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, si on est dans la configuration où on a du temps devant soi, on n'a pas besoin de compléter ses revenus aujourd'hui, mais on se dit, d'ici 10-15 ans, lorsque je serai à la retraite, j'aurai besoin à ce moment-là de revenus complémentaires, on va investir en entrant avec un prix décoté sur de l'immobilier. Donc on cherche plutôt à minimiser finalement ces revenus parce qu'on paye déjà beaucoup d'impôts sur le revenu par exemple et on se dit voilà je décale finalement l'objectif premier des Français qui épargnent aujourd'hui, c'est de préparer leur retraite. Donc lorsqu'on se dit je paye déjà effectivement beaucoup d'impôts, je suis prêt à m'asseoir sur des revenus aujourd'hui pour avoir des revenus plus tard, lorsqu'on fait cette opération-là, qu'on accepte ça, on a l'opportunité de réduire sa fiscalité tant sur l'ISF que la fiscalité sur les revenus. Donc vous nous avez apporté un autre graphique qu'on va découvrir ici. Donc je vous le montre, le voilà. Investissement, donc ça. Alors, comment ça marche? L'idée c'est d'expliquer un petit peu, donner une timeline en fait, un agenda du démembrement. Donc on va investir à un niveau décoté la première année. Donc en fait, on investit selon la durée de décote. Imaginons que la durée de démembrement, imaginons qu'on se donne 10 ans, donc on a 10 ans devant nous, on veut récupérer la pleine propriété de la SCPI dans 10 ans. On va aujourd'hui acheter avec une décote entre 20 et 35% selon les produits. Donc aujourd'hui, une SCPI qui vaut 100, je vais l'acquérir par exemple à 80. Et j'aurai 100 dans 15 ans. Et j'aurai 100, je récupère la pleine propriété dans 5, 10 ou 15 ans selon la période de démembrement qu'on choisit. L'intérêt, donc, lorsqu'on récupère le bien en pleine propriété, c'est qu'en fait, on récupère un bien à valeur 100. C'est une sorte de plus-value, mais qui n'est pas fiscalisée. Ouais. On y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la période de démembrement, c'est-à-dire la période d'investissement, pendant les 10 ans où je n'ai pas de revenus, étant donné que je n'ai zéro revenu, je paye zéro impôt.
et d'autre part, donc zéro impôt sur le revenu, et d'autre part, étant donné que ce bien sort finalement de mon patrimoine, d'ailleurs, il faut avoir en tête que j'ai l'impossibilité de le céder, c'est a priori pas un bien... C'est pas liquide donc. C'est pas liquide, on le fait en ayant en tête qu'on va s'asseoir sur cette partie de son patrimoine pendant 10 ans, on ne peut pas le récupérer si on a besoin de le liquider par exemple. Et donc ça veut dire que faire un investissement de ce style par emprunt, c'est compliqué, il vaut mieux que ce soit du cash disponible. C'est faisable par emprunt, mais souvent les opérations d'emprunt, notamment sur SCPI, ont un objectif, au-delà du fait qu'il y a un effet de levier, c'est de pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, ça sort de l'assiette ISF et vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Donc ce patrimoine-là, il est gelé d'une certaine manière et il est une excellente préparation pour avoir des revenus supplémentaires. Lorsque vous aurez récupéré la pleine propriété au 10 ou 15 ans, vous avez des revenus et là, c'est fiscalisé. Les personnes que cela concerne d'un point de vue idéal, on l'a vu, donc des gens qui sont à 10-15 ans de la retraite. Typiquement, des professions libérales, des médecins qui n'ont pas de question de revenus à 45-55 ans et qui peuvent avoir des questions de revenus autour de 65 ans lorsqu'ils prennent leur retraite. C'est typiquement ce type de profil qui peut être intéressé par cette logique de démembrement des SCPI d'entreprise, donc avec pour objectif d'avoir des revenus complémentaires à la retraite. Bon, la fiscalité, on a fait le tour. On a fait le tour de la plus-value quand même. La plus-value, je reviens dessus en fait, étant donné que... La non-plus-value en fait. La non-plus-value, c'est-à-dire que je reprends l'idée, c'est que j'investis à 80 sur quelque chose qui vaut 100. Lorsque je récupère la pleine propriété, je récupère le bien à sa pleine valeur à 100. L'écart entre le 100 et le 80 ne sera pas considéré comme une plus-value. Si par contre... entre-temps, le bien s'est valorisé et que finalement le bien vaut plus que 100, il vaut 120 par exemple, je serai fiscalisé en termes de plus-value sur la différence entre la valeur au bout de 15 ans ou de 10 ans et la valeur entre guillemets d'achat, la valeur de la part au moment où j'ai acquis la SCPI. Vous nous avez apporté un exemple concret ? Un exemple concret, donc là on est sur quelqu'un par exemple qui a 55 ans, qui souhaite prendre sa retraite dans 10 ans et qui est un patrimoine autour de 1 400 000 euros, un peu plus de 1 400 000 euros, donc il est au-dessus de la limite ISF. C'est 1,3 million, c'est ça ? 1,3 million, exactement. Donc l'idée, c'est de se dire quel est le montant de SCPI acquis dans le cadre d'un démembrement qui me permettrait de basculer sous la barre ISF de 1,3 million. Donc ça, par exemple, en investissant 160 000 euros dans le cadre de SCPI démembré, il a la possibilité d'une part de sortir du radar de l'ISF et d'autre part de constituer des revenus complémentaires par la suite. Alors ça demande, ce type d'exemple demande d'être étudié de façon plus précise, on n'a pas le temps ici. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut imaginer aussi dans le scénario, c'est qu'au bout de 10 ans par exemple, il est difficile d'envisager aujourd'hui le niveau des rendements des SCPI d'entreprise dans 10 ans, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les SCPI d'entreprise rapportent à peu près 4,5%. On peut imaginer que dans les 5, 10, 15 années qui viennent, en tout cas dans les 5 ou 10 années qui viennent, on soit sur des niveaux un peu inférieurs, mais assez proches de ces niveaux-là. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de cette démonstration, concilier à la fois les avantages, on en a parlé à de nombreuses reprises des SCPI, avec une optimisation liée à un démembrement. Exactement. Pour, en effet, si en tout cas c'est votre cas et que votre profil correspond, essayer d'en profiter. Merci Vincent. Avec plaisir. C'est très clair. Dans un mois. Pour de nouveaux conseils et bons plans. Merci. On passe tout de suite à notre dernier invité, Daniel Collignon, le patron de Spirica. Alors, dernière partie consacrée à un invité. Vous en avez l'habitude, dans Parlons Placement, on aime bien recevoir des acteurs finalement de cette économie financière, de ce métier. On a le plaisir d'avoir le directeur général de Spirica. Bonjour, Daniel Collignon. Merci d'être avec nous. Un mot sur Spirica. C'est un nom qui est familier, mais on ne connaît pas toutes les arcanes finalement de cet univers de l'assurance vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce que vous le présentez ? Alors, Spirica est une des sociétés d'assurance vie du groupe Crédit Agricole, qui est dédié à tous les systèmes de distribution en dehors de la banque. C'est-à-dire que nous travaillons avec des CGPI, avec des sites internet, avec différents types de distributeurs. Mon petit doigt m'a dit que ça marchait fort pour vous en termes de collecte. Ça marche pas mal. En fait, notre métier, c'est de faire des produits dédiés pour des partenaires qui sont adaptés à leurs clients. Apparemment, on ne le fait pas trop mal puisqu'on a de plus en plus de partenaires qui viennent nous en demander. 3,5 milliards de fonds gérés, c'est bien ça, à l'heure où on se parle ? C'est ça, avec une collecte cette année qui devrait être de très belle qualité, en forte croissance par rapport à l'année dernière. Oui, 40% de hausse, 1 milliard, c'est ça le chiffre ? On devrait dépasser le milliard. On devrait dépasser le milliard. Alors,
Voilà, pour Spirica, ce qui intéresse ceux qui regardent cette émission en particulier, c'est de savoir combien va leur rapporter leur fonds euro cette année. C'est un vrai sujet chaque année, à l'époque des fêtes. C'est la question d'époque. Ouais. Alors, vous savez tous que les taux des OAT, enfin de l'ensemble des emprunts, alors, même si de temps en temps on peut faire un petit peu de high yield, on en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas les taux des emprunts ont très fortement baissé. Et comme par définition, l'essentiel d'un fonds euro, ce sont des emprunts que les assureurs achètent, en particulier de l'AOT ou des emprunts bien notés, fatalement, le rendement moyen des placements de l'assureur baisse. Et donc la participation bénéfice qui sera distribuée aux assurés va baisser elle aussi. Jonathan, c'est quelque chose qu'on anticipait, cette baisse finalement des rendements sur les fonds euros traditionnels, était attendue. Elle est mathématique en fait, puisque effectivement chaque année ils doivent renouveler une partie de leur stock d'OAT à des taux plus bas. Donc c'est inéluctable et ça continuera à baisser encore dans les prochaines années. Daniel Collignon, on peut mettre un chiffre sur cette baisse cette année ? Cette année, je pense que la baisse des rendements des fonds euros sera comprise entre 0,3 et 0,5%. Ce qui va nous amener dans quelle zone ? Ce qui amènera quelque part entre 2 et 2,50. Ce qui reste très confortable par rapport à une inflation qui est nulle. Et avec une inertie à la baisse qui devrait se poursuivre ? Malheureusement, sauf remontée des taux que l'on n'attend pas forcément à court terme, la baisse va se poursuivre. Et si jamais les taux devaient rester au niveau où ils sont actuels, les taux de participation bénéfice dans 3-4 ans seraient entre 1 et 1,50. Bon, c'est tout l'enjeu justement de cette discussion, c'est comment est-ce que dans un contexte où mécaniquement, on l'a compris, les rendements classiques devraient baisser, on essaye quand même de se donner une petite poire pour la soif, on essaye de garder quand même un peu de dynamisme. Quelle est votre approche chez Spirica ? Très clairement, on essaye de marier un meilleur rendement que ce qu'on attend sur les fonds euros en cherchant à minimiser le risque. Aujourd'hui, un des types de placements qui nous paraît particulièrement intéressant, c'est tout ce qui tourne autour de l'immobilier, puisque compte tenu de la baisse des taux, les valeurs des biens immobiliers se maintiennent bien et les rendements sont encore entre 4 et 5%. Quand vous dites immobilier, ça prend quelle forme dans une enveloppe d'assurance vie ? Alors, il y a une forme qu'on apprécie particulièrement, qui est la SCPI, qui aujourd'hui peut servir d'unité de compte. On a aussi l'immobilier dans nos fonds euros, mais c'est un autre sujet. SCPI, OPCI, le cas échéant, qui est une nouvelle forme de placement immobilier qui a le vent en poupe en ce moment et qui est un support tout à fait honorable pour offrir une belle rentabilité avec un capital qui certes n'est pas garanti, mais qui aujourd'hui se tient plutôt bien. C'est pour ça qu'on est en unité de compte finalement, oui, dans cette catégorie. Dans une unité de compte, le risque, entre guillemets, est supporté par l'investisseur. Comme on sait bien qu'il n'y a pas de performance sans risque, on essaye de trouver la meilleure adéquation entre les deux. Ça peut revêtir aussi d'autres formes, d'autres catégories à l'immobilier. On peut parler aussi de private equity, d'infrastructure. Alors, très clairement, l'immobilier nous semble un placement intéressant. Aujourd'hui, on l'a donc autant en SCPI comme unité de compte pour nos clients. On l'a dans nos fonds euros classiques. On a aussi un fonds euro dit à allocation long terme sur lequel on essaye de manier une rentabilité à moyen terme assortie de contraintes de liquidité qui sont un peu plus sévères que sur un fonds euro lui-même. Et dans ces placements à long terme qui sont rentables aujourd'hui, l'immobilier, les infrastructures, le private equity nous semblent les pistes à suivre. Il y a vous avez des clients qui mettent 100% d'immobilier dans une enveloppe d'assurance vie ? On a des clients, et on ne les refuse pas, qui mettent 100% d'unité de compte en SCPI. La SCPI, on en parle souvent, Jonathan, dans cette émission. Dans l'assurance vie aussi, c'est quelque chose qui peut être une idée ? C'est une idée extrêmement intéressante. C'est une des façons aujourd'hui d'avoir du rendement avec un risque assez bien maîtrisé. Si on va sur des SCPI, encore une fois, qui ont un encours important, donc il y a une bonne diversification et donc une bonne maîtrise du risque. Malgré tout, il y a une tendance qui est vers l'attrition de ces SCPI dans l'assurance vie. Ça va être finalement peut-être moins usité, moins utilisé. L'inconvénient des SCPI, c'est qu'elles ne sont pas toujours liquides. Alors en ce moment, ça se passe bien, il y a une forte demande, donc lorsque quelqu'un veut sortir d'une SCPI, il rentre facilement dans la SCPI. Dans un contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui assure cette liquidité. Et dès le moment où il y aurait des tensions sur le marché de l'immobilier, donc moins d'entrées que ce qu'on connaît aujourd'hui, on serait sans doute amené à limiter la collecte en part de SCPI pour éviter de se retrouver avec trop d'immobilier sur les bras. On n'est pas là, mais bon, c'est quand même une tendance qui pourrait se manifester. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé. Daniel Collignon, vous êtes un spécialiste de ce métier de l'assurance vie. Comment est-ce que vous allez bâtir la stratégie de 2016 ? Comment est-ce que vous voyez la suite ? Je pense que de plus en plus, on va avoir face à nous des clients qui vont nous demander la quadrature du cercle. C'est-à-dire une meilleure rentabilité tout en ayant un capital, alors certes pas garanti, mais dont le pouvoir d'achat puisse être
conserver à moyen terme. Mais c'est nouveau ça, non? Ils ont toujours voulu ça, pas de risque et du rendement. Non, avant il y avait le fonds euro. Le fonds euro est extraordinairement rentable. Tout le monde restait sur cette logique-là. Ça n'existe plus ça. Donc il faut prendre des risques si on veut du rendement ou sinon c'est pas de rendement. Il faut prendre des risques. Il faut un minimum de risques. D'autres pays qui connaissent des rendements très faibles depuis très longtemps nous ont précédés sur ce chemin. Le Japon, c'est ça, hein? Le Japon, par exemple, qui offre sur des OPCVM classiques une rentabilité garantie. Je pense que c'est un point intéressant, puisque entre un OPCVM qui dit je vais vous servir de 5 à 7% par an sur le moyen terme et un OPCVM qui dit je vais détacher 5% chaque année et essayer d'obtenir une rentabilité de 0 à 2, même si le résultat est le même in fine, moi je préférerais le deuxième. Comment est-ce qu'ils font alors justement pour garantir cette rentabilité en OPCVM? Dès le moment où on garantit une rentabilité sur un OPCVM, ça veut dire qu'on ne garantit pas le capital par définition, puisqu'on ne peut garantir la totalité. Ça veut dire simplement que les bonnes années, il y aura un peu de capital qui sera constitué en plus, les mauvaises années, les 5% mordront un peu sur le capital, et que si le gérant a une bonne qualité, sur le moyen terme, on devrait arriver grosso modo à maintenir ce capital. Ça, Jonathan, ça se développe en France, hein, cette idée, finalement, soit on garantit le capital, soit on garantit le rendement? C'est un petit peu tôt, je crois. Aujourd'hui, effectivement, on cherche du rendement, mais les clients sont quand même très sensibles à garder quand même leur capital. Qu'est-ce que vous voyez d'autre arriver dans les mois qui viennent, l'année prochaine? Alors, je pense que tout ce qui est allocation d'actifs va prendre de plus en plus d'importance. On est dans un monde où la performance est de plus en plus difficile à obtenir par la sélection de valeur. Donc, il y a de très bons gérants, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bons. Et tant qu'à faire, plutôt que de s'embarquer dans des gestions qui ne visent qu'à battre l'indice et qui ne le battent pas, autant acheter directement un ETF avec une bonne allocation derrière. Et ces allocations, elles doivent bouger beaucoup en fait. Est-ce qu'il y a une accélération finalement de ces rotations d'actifs? Non, pas forcément. On est dans une logique où justement il faut rester fidèle à l'allocation qu'on a définie. Alors je disais ETF, mais on peut faire aussi, on l'offre déjà de longue date, des allocations sur des OPCVM classiques. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'on cède au mouvement de panique. Et tous ceux qui sont sortis en août parce que les marchés s'effondraient ont raté la hausse derrière. Je pense qu'il faut de la stabilité et de temps en temps ne pas regarder les émissions financières qui nous alertent sur la baisse au jour le jour des valeurs dans lesquelles on investit. Donc en fait, il faut définir une stratégie à l'entrée souscription finalement à 5 ans par exemple. Non, pas 5 ans c'est trop, il faut la remettre en cause régulièrement. Mais on n'est pas dans un système où on spécule au jour le jour. Bon, très clairement, lorsque un marché a fortement monté, il peut être opportun d'arbitrer et de revenir sur un marché sur lequel les promesses sont meilleures. Aujourd'hui, on estime qu'il vaut mieux investir sur l'Europe que sur les États-Unis. Les États-Unis sont pratiquement plus hauts de tous les temps. Jonathan, vous représentez bienprévoir.fr qui conseille de nombreux clients dans l'orientation de leur épargne, l'optimisation de cette épargne. Quelle tendance vous voyez sur ce sujet de l'assurance vie? Effectivement, nous, on voit que les fonds euros immobiliers, notamment, se développent énormément. Ça répond vraiment à ce besoin, à cette quadrature du cercle, d'avoir à la fois une poche de fonds d'obligations classiques. D'obligations classiques et surtout à l'intérieur d'un fonds euro, une classe d'immobilier d'entreprise qui procure du rendement. C'est l'assureur qui porte le risque en capital, c'est l'assureur qui porte en partie le risque de liquidité. Donc c'est tout bénef pour l'investisseur. Le problème, c'est que ces fonds euros souvent sont encadrés. Il y a soit des pénalités en cas de sortie, soit on ne peut pas aller à 100% sur ces fonds-là. On comprend bien parce que le risque est important pour les assureurs. Et donc, à côté de ça, il faut développer une offre de type SCPI, on en a parlé, pour avoir du rendement et quand même de la liquidité, puisque même sur les CPI, c'est l'assureur qui porte le risque de liquidité pour le compte des souscripteurs. Absolument. Un dernier mot peut-être pour conclure, Daniel Collignon. Vous connaissez là le taux de rendement de Spirica, en tout cas sur les principales offres? Je ne peux pas le connaître puisque par définition il est décidé par le conseil d'administration dans les derniers jours de l'année. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on s'inscrira certainement dans la fourchette que je viens de dénoncer. Entre 2 et 2,5, donc qui est la tendance. Une baisse par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, comprise entre 0,3 et 0,5%. Merci beaucoup Daniel Collignon de nous avoir rendu visite. Merci à vous. À bientôt, on espère vous retrouver une prochaine fois pour suivre cette actualité de l'assurance vie qui est riche et dense et qui intéresse beaucoup les épargnants. Merci Jonathan. Merci on se retrouve pas la semaine prochaine, le mois prochain pour une émission, la dernière de l'année du mois de décembre. À très bientôt.